La presse est face à de nombreux défis. Comment défendre son ADN pour sauver son âme? C'est le thème de Media Junkie. Un Media Junkie consacré à la presse avec, pour discuter de ce sujet, deux invités. Benoît Habert. Bonjour Benoît. Bonjour Thomas. Alors, vous êtes directeur général adjoint du groupe Dassault, en charge de la stratégie et du développement, et puis très actif du côté des questions numériques liées au Figaro, qui appartient au groupe Dassault. À votre côté, un autre Benoît Raphaël, bonjour. Bonjour. Ancien cadre de la presse quotidienne régionale, vous avez été rédacteur en chef et cofondateur du Poste, qui appartenait au Monde Interactif, un gros succès également, qui appartient toujours, mais vous n'êtes plus au Poste, c'est ça que je voulais dire. Et puis aujourd'hui, vous explorez un peu l'avenir de la presse et notamment comment est-ce qu'on arrive à gagner de l'argent dans ce métier. Vaste sujet. Benoît, on commence par vous. Vous rentrez de Hambourg. C'était une grande réunion autour justement de ces questions sur la presse. Qu'est-ce qui s'est dit pendant cette manifestation ? Je crois que la question centrale, c'est évidemment celle de la monétisation des médias. Je ne dirais pas des contenus, parce que même si on essaie aujourd'hui de vendre les contenus de plus en plus, pas de grandes nouveautés. Moi, je sais que j'étais allé au Congrès mondial des journaux il y a 4 ans à Moscou. Et ça tourne en rond en fait, on dit toujours la même chose. Ça tourne un peu en rond avec quand même deux inputs nouveaux qui sont l'arrivée des tablettes, qui apportent en tout cas un véritable changement dans l'univers des médias, et le retour du modèle payant, donc du fameux paywall, avec peu de chiffres pour l'instant, parce que tout le monde s'essaie à ce modèle-là, mais pour l'instant aucun résultat véritablement. Alors deux sujets qui sont liés. Je ne crois pas qu'on puisse dire que ça tourne en rond. Il y a un objectif qui reste le même depuis 5 à 10 ans. C'est comment monétiser, comment faire en sorte qu'il y ait une économie du numérique et de l'info en numérique. Mais ça ne tourne pas en rond, il y a des progrès, il y a des progressions. Chaque groupe essaye de faire des évolutions qui lui sont propres, teste. Il y a beaucoup de convictions, peu de certitudes et finalement beaucoup de challenges. Si on parle de ces deux sujets, les tablettes et le paywall. Alors les tablettes, est-ce que c'est la tablette de salut? Beaucoup finalement d'acteurs du monde de la presse se sont dit, voilà, les tablettes, ça va être le Graal qui va permettre de refaire ce qu'on n'a pas réussi à faire sur le web. Qu'est-ce que vous en pensez, Benoît? Je pense que rien ne sera la planche de salut. Et tout sera une contribution à l'économie globale de l'info en ligne. Donc il y a les tablettes, il y a le mobile, il y a l'Internet, il y a le papier qui reste très puissant. Il faut une cohérence entre ces contenus, il faut une cohérence de la proposition, c'est-à-dire que celui qui vient vers un contenu proposé par une marque se dise c'est ça que je vais trouver, quel que soit le vecteur. Et il faut qu'il y ait une cohérence dans l'offre, qui soit au niveau de la publicité, au niveau des services, au niveau de l'éditorial, et que tout ça corresponde à une attente spécifique du consommateur-lecteur. Ça fait quelques mois que la tablette est sur le marché, vous avez lancé une application Figaro, comment ça marche? Ça évolue très bien, il y a une grande adhésion du public qui aime beaucoup. C'est un outil de mobilité qui est fantastique puisqu'on retrouve le plaisir du journal. Ça permet de faire payer ou pas? Ça permet de faire payer, bien évidemment. Les chiffres ne sont pas colossaux, mais à la limite, ce n'est pas le sujet, puisque les abonnés ont déjà une capacité de se connecter sur la tablette, et donc ont une prolongation de leur plaisir Figaro sur une tablette. Ils l'ont aussi sur l'iPhone. Donc, encore une fois, ce sont une palette d'instruments qui permettent de contribuer au plaisir de l'utilisateur, mais rien n'est un Graal en soi. Alors, on parlait aussi, Benoît, vous nous avez alerté sur le paywall. L'exemple emblématique, c'est Murdoch qui en fait une question de principe. Justement, cet exemple Murdoch, j'imagine, était pas mal discuté dans les couloirs de Hambourg. C'est peu discuté parce que tout le monde attendait des chiffres et les chiffres ne sont pas arrivés. Donc, effectivement, l'équipe de News Corp... On a eu quand même le Guardian, qui est un concurrent de Murdoch, qui disait que la consommation, l'audience avait baissé de 90% à cause de ce paywall. Ce qui est relativement normal, puisque si on met un paywall et qu'on interdit les gens d'aller lire le contenu, forcément, on perd en audience. Mais ça, c'était plutôt prévu. Ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement les taux de conversion. Est-ce qu'on arrive on ne sait pas encore combien d'abonnements ont été vendus. Je crois que sur le print, par contre, il y a plutôt une baisse des ventes. Donc pour l'instant, il n'y a aucun chiffre, donc c'est assez compliqué. Vous pensez que c'est une planche de salut pour la presse, se faire payer justement Je pense que l'avenir, il est dans la combinaison des business models. C'est vrai que la publicité a encore de l'avenir. Il y a beaucoup de choses à travailler là-dessus, notamment sur la
qualification des lecteurs et des utilisateurs. Sur le payant, il est clair que l'on peut et on doit proposer des services payants, puisque l'argent n'est pas absent d'Internet, bien au contraire. Par contre, c'est qu'est-ce qu'on fait payer. Je crois que l'erreur les sujets, c'est quoi? Il y a des sujets qui arrivent à être payés? Je pense, juste en introduction, c'est qu'on a tendance à vouloir dire la fabrication de mon contenu me coûte cher, donc c'est le contenu que je vais vendre, un petit peu comme on le ferait avec iTunes. Je vends une chanson, je vends un contenu. Je pense que ce n'est pas le contenu qui se vend sur Internet, parce qu'on est dans un univers d'infobésité où l'information est partagée en temps réel auprès de tout le monde. Par contre, ce qu'on vend aujourd'hui, ce qu'on peut vendre, c'est un service d'information. Donc le modèle de la musique, finalement, sert un peu d'éclaireur. On ne vend plus de la musique parce qu'elle est largement piratée, mais on vend des concerts. C'est quelque chose qui vous inspire? Je ne sais pas si c'est exactement ça. Si on prend l'exemple du Figaro, il y a 7,5 millions de visiteurs uniques qui viennent sur un site gratuit. Et il y a traditionnellement 300 à 500 000 personnes qui achètent le Figaro chaque jour ou chaque semaine, selon les cas. Si on veut faire de l'Internet payant, on va s'adresser aux 300 à 500 000, ce qui est une hérésie. Donc il y a plutôt des cercles. Il y a un cercle, fort qui est autour de l'ADN et de la marque du Figaro, qui a des besoins de produits Figaro, un besoin de contenu Figaro, un besoin de service Figaro, un besoin de privilèges Figaro, puisqu'il y a des offres privilèges. Et puis il y a 7,5 millions d'internautes qui ont un besoin d'information au sens plus général. Et ceux-là, ils ont besoin aussi de services. C'est le même ADN à chaque fois. Non, c'est un ADN plus large, évidemment. Eux, ils ont besoin d'informations relativement génériques, ils ont besoin de services relativement génériques, et eux, ils attendent du Figaro, qui pourrait être un label de qualité, un label de sérieux, ils attendent que tout ça soit sérieux. Ils n'attendent pas forcément cet ADN précis du Figaro qui forme le corps des 300 à 500 000 aficionados. Ces différents publics et ces différentes strates d'information, vous les avez étudiés de près quand vous étiez au poste, puisque vous aviez remarqué que finalement, une rédaction traditionnelle perdait beaucoup de temps à brasser de l'information qui était somme toute publique et sans grosse valeur ajoutée. Oui, je crois que c'est clair que ce qui est arrivé avec la digitalisation des rédactions, la digitalisation de l'information, c'est que l'information aujourd'hui se construit en réseau et qu'il est clair qu'on arrive aujourd'hui sur Internet à une sorte de rédaction en réseau et que donc on peut économiser énormément sur les coûts de production, sur cette information brute dont tout le monde parle, qui est l'information qui se partage partout. Effectivement, en comprenant et en s'appuyant sur les mécaniques du réseau, on peut parvenir à économiser beaucoup en termes de coûts de production, mais surtout en fait, à améliorer la qualité, à concentrer le travail des journalistes sur ce qui fait leur ADN et leur valeur, qui est la production d'informations exclusives et l'enquête. Alors j'aimerais qu'on aborde un autre sujet qui est la dimension multimédia. Maintenant, les rédactions fusionnent de plus en plus entre le print et le web, et puis les nouveaux supports, iPhone, tablette ou autres, ouvrent des horizons multimédia, que ce soit dans l'infographie, dans l'audio, dans la vidéo. Est-ce que ça, c'est un vrai dossier, un vrai enjeu aussi pour... C'est un enjeu colossal, sur lequel le Figaro a déjà bien avancé. Vous avez fait un studio. Voilà, derrière cet enjeu multimédia, il y a l'enjeu aussi multivecteur, qui est à peu près quand même associé, c'est-à-dire sur chaque vecteur, le lecteur doit retrouver une promesse qui lui est faite. Et cette promesse ne va pas se concrétiser de la même manière par vecteur. Sur le mobile, sur ce qui est un instrument de mobilité, certainement la vidéo va prendre de l'importance. En même temps, l'écrit est une fabuleuse porte d'entrée parce qu'avec un paragraphe de quelques lignes, on sait tout de suite quel sujet va être adressé. Donc il y aura toujours besoin de cet échange entre vidéo et écrit. Mais surtout, il y aura une manière différente de l'appréhender vecteur par vecteur. Le journal, par définition, ne proposera jamais de vidéo et Internet, inversement, en proposera beaucoup. L'agrégation aussi, les Google News ou autres agrégateurs. On a vu, pour revenir sur le parallèle avec la musique, que iTunes avait déconstruit finalement les albums. Plutôt que d'acheter 20 chansons, on pouvait acheter directement le tube. Est-ce que ça, Benoît Raphaël, vous pensez que c'est aussi une opportunité ou une menace pour la presse? Les agrégateurs, c'est un vieux débat et je dirais quelque part, c'est pas que c'est vraiment derrière nous, mais c'est un petit peu derrière nous. Les agrégateurs qui marchent, c'est pas forcément Google News aujourd'hui, ce sont des médias comme le Huffington Post qui font de l'agrégation, mais qui sont surtout de la sélection, qui amènent finalement un ton, une véritable mise en scène d'ailleurs par des journalistes. Donc, quelque part, on revient et on revient toujours sur des problématiques de marque, de mise en scène de l'information et donc de création de communauté. Donc on revient justement à cette problématique. L'ADN reste clé, le savoir-faire journalistique, qu'il soit pour apporter un encadrement ou pour trouver, extraire l'info. Et ça, il y a une dimension même qui va au-delà. Vous parlez d'âme, vous, Benoît. Oui, parce que l'histoire récente est très marquante de ce point de vue-là. Il y a 5 ans, les internautes
connaissait peu encore les marques, les grandes marques sur Internet et connaissait les agrégateurs. Et c'est l'avenir des agrégateurs, des portails paraissait totalement dégagé. Et finalement, en 5 ans, les internautes sont revenus sur les marques telles Le Monde, Le Figaro, parce qu'ils savaient que là, ils trouvaient quelque chose de sérieux. Et ce qu'il y a de très intéressant à noter, c'est que les publicitaires ont mis du temps à comprendre cette évolution, mais aujourd'hui ont bien compris que les grands prescripteurs, les grandes marques qui étaient existants sur le papier sont revenus sur Internet et dépassent largement la notion d'agrégateur. Et du coup, les publicitaires aujourd'hui en redemandent et veulent aller sur tous ces sites qui ont une identité forte et donc une âme. J'aimerais qu'on termine cette émission avec 2 éléments d'actualité. Tout d'abord, l'offre de Springer sur seloger.com. Parallèlement, on a vu le groupe Le Figaro qui voulait racheter les minoritaires du site Adon Classified, qui est pareillement spécialisé dans les petites annonces. Finalement, on revient à des business models assez traditionnels de la presse. Hein. Les petites annonces, ça permettait de générer des revenus. Ça devient clé, les petites annonces ? Je ne peux pas dire que ça devienne clé. Je ne crois pas non plus qu'on revienne à des choses traditionnelles. On n'a jamais quitté certains schémas, tout simplement parce qu'on continue les journaux continuent à produire du contenu, continuent à essayer de le vendre d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas de le monétiser d'une manière ou d'une autre. Les petites annonces ont toujours fait partie du paysage. Certains journaux les ont laissés partir parce qu'ils ne s'y sont pas préparés suffisamment à l'avance. Le Figaro a eu la vista de continuer, donc de continuer à en faire un business important pour lui. Mais il n'y a pas une recherche à tout prix de nouveauté, ni une recherche à tout prix de rester sur des modèles anciens. Il y a une recherche qui est de monétiser à travers différents créneaux, différents vecteurs, parce qu'on sait qu'il n'y en a pas un qui fera l'économie du tout. Mais ce qui reste quand même proche de sa culture, hein, les petites annonces, Benoît Raphaël, c'est dans l'univers de la presse depuis toujours. Ça reste proche de sa culture, mais pour beaucoup de journaux, notamment de journaux locaux, les petites annonces, c'est terminé. Et c'est là où on se rend compte que la logique de marque est importante, mais qu'en fait les acteurs peuvent changer très très vite, parce que le lecteur est infidèle, l'utilisateur est surtout la génération qui vient, la génération Y, qui est née avec Internet et qui est extrêmement infidèle. Donc on veut tout à fait voir arriver un seloger.com, même s'il est racheté aujourd'hui par les médias, mais c'est déjà une nouvelle marque, un nouvel acteur. Et quelque part, on voit qu'on est dans un monde où la concurrence, maintenant, elle est permanente. Et un nouvel acteur peut tout à fait arriver pour remplacer l'ancien. On l'a vu d'ailleurs avec Le Bon Coin qui a créé quand même la surprise dans l'univers des petites annonces. Dernière question, elle s'adresse plus particulièrement à vous, Benoît Habert, et elle concerne aussi l'actualité. Le Parisien, le groupe Dassault a toujours envie d'investir dans la presse. Alors j'imagine que je n'ai pas donné le scoop, mais c'est quand même quelque chose qui est de notoriété publique. Vous regardez ce dossier, ça veut dire que vous croyez vraiment en la presse et en l'avenir de la presse. Il est normal pour un industriel de la presse de regarder les dossiers qui concerne son environnement et de regarder s'il y a pour lui une opportunité. Mais comme vous le dites, le groupe Dassault s'est passionné pour la presse à travers l'expérience du Figaro, cherche à travers cette expérience à avoir une expérience nouvelle, c'est-à-dire d'arriver à faire la transition qui existe aujourd'hui dans les médias. Donc, naturellement, on regarde les dossiers qui passent. Après, vous dites, on a un savoir-faire avec Le Figaro, finalement, on ne s'est pas trop planté, on pourrait le répliquer. Voilà, on peut dire ça. On peut dire aussi, on se concentre sur Le Figaro, qui a un formidable potentiel, qui a une marque fabuleuse, autour de laquelle on peut tricoter finalement beaucoup de nouveaux produits ou de nouvelles idées. Il y a le lancement de C'est plus sûr il y a 2 jours qui montre que finalement on va vers le courtage d'assurance parce qu'on considère que c'est un service que l'internaute peut demander. En fait, la vraie question fondamentale de l'évolution d'aujourd'hui, c'est de ne plus essayer de faire trop de séparation sur ce que souhaite l'internaute. L'internaute, il veut du contenu, il veut de l'information. La publicité parfois devient un contenu, parfois l'amène vers le service que le consommateur, lecteur va demander, parce que si on lui donne de l'intérêt à quelque chose, il veut pouvoir aller jusqu'à cette chose, jusqu'à cette promesse. Et donc, à nous de proposer l'ensemble de la chaîne. Le Figaro, pour ça, est une formidable marque. Pourquoi ne pas en regarder d'autres ? Et si je vous entends bien, c'est quand même sortir du métier de l'information pure et dure pour aller petit à petit vers d'autres. C'est pas en sortir, c'est s'appuyer dessus. Pour aller au-delà, en fait. Mais c'est pas nouveau. Enfin, en même temps, c'est le fait que les groupes de presse et les marques de presse aillent sur plusieurs business, tout en effectivement gardant leur ADN, parce que ce qui fait qu'un média est capable de générer du business, c'est qu'effectivement il a une marque, il a une communauté, donc il a du contenu, et donc une capacité et un professionnalisme à mettre en scène l'information. Merci à tous les deux. Oui, et on ne peut pas couper, aujourd'hui je crois que c'est ça le point essentiel, on ne peut pas couper le contenu du reste. Évidemment, le média, et c'est là où il a une âme, il doit garder une rigueur absolue sur l'édition de contenu. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'un média doit s'arrêter au contenu. Un média doit aller jusqu'aux besoins fondamentaux du lecteur, des besoins qu'il va lui-même susciter.
Merci à tous les deux pour ce débat. On pourrait en parler des heures, et on vous réinvitera pour voir comment tout cela évolue. Merci à bientôt.